Un été de coupe, le podcast estival et éphémère du Cannes Football Club, raconte les coupes de cet été. Aujourd'hui, la Coupe du Monde. J'ai invité Guy Bolduc, homme de médias, aujourd'hui dans le marketing web. J'avais envie d'avoir ton avis, Guy, sur cette Coupe du Monde que tu as vécue de l'intérieur, puisque tu étais en France pour plusieurs matchs. Comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là parce que je suis un auditeur du podcast. Alors, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui, de ma passion. Eh ben, c'est très gentil à toi. Mes auditeurs ont du talent, moi je le dis toujours. C'est bien. Ben On oui, on a été en France parce qu'on aime le soccer, on aime le foot et on est allé rencontrer. En fait, on avait suivi le Canada avant la Coupe du Monde et on voulait aller voir les matchs sur place. Et puis c'est ce qu'on a fait en famille. Hein. Nous, c'est le foot, c'est une histoire de famille. Alors quand c'est pas l'Impact, c'est les matchs de l'Impact à l'étranger. C'est aussi le soccer mineur parce que mes deux plus jeunes jouent compétitif, même en développement régional. Alors c'est cette année, on a décidé de passer nos vacances en France. L'an passé, quand il y avait la Coupe du Monde en Russie, on s'est dit ouais, ce serait peut-être bien d'y aller, mais bon, ça prend plus de préparation un peu là en Russie et tout ça. Mais cette année, avec les femmes en France, on n'a pas laissé passer l'occasion. Super. Donc justement en France, quelle était l'ambiance avec tous ces fans du monde entier? C'était extraordinaire. Nous, on avait commencé la Coupe du Monde à la maison en regardant les matchs. Et puis, c'est sûr que quand on regarde à la télé, quand on est sur place, c'est toujours deux choses, là. Bon, à la télé, ça montre une partie de l'ambiance, mais ça ne montre pas souvent les avant-matchs et les après-matchs. Alors, avant-match, nous, on a été gâtés parce que les deux matchs du Canada qu'on a vus, c'est les Pays-Bas, hein, qui vont être en finale en passant, et aussi la Suède au Parc des Princes. Dans chaque cas, ça a été des matchs crève-cœur au niveau de nos émotions, hein, parce qu'on pensait que le Canada était en mesure de terminer premier de son groupe en battant les Pays-Bas, puis après ça, ben peut-être de passer au moins le début des finales, mais ça n'a pas été le cas dans les deux matchs. Mais ce qu'on a vraiment apprécié, d'abord le premier match était à Reims. On est arrivé la veille, on a commencé à se promener dans la ville et là on a vraiment vu la différence entre des partisans de certains pays et d'autres. Si les partisans canadiens étaient quand même, j'ai de la misère à dire exactement comment on était, mais admettons, disons qu'on était 3000 dans le stade à Reims, les partisans des Pays-Bas étaient peut-être entre 7 et 10 000, et puis les autres qui étaient là, c'était des Français, c'était des observateurs de d'autres équipes, mais ce que j'ai beaucoup aimé au niveau des Pays-Bas, c'est la proximité des partisans. Tout le monde était habillé en orange. Ils se sont rassemblés tout près de la cathédrale de Reims dans les heures qui ont précédé le match. Ils ont sûrement consommé une coupe de bière aussi à travers ça. Et est venu le moment de rentrer dans le stade. Alors, ils ont vraiment bloqué les routes, les rues, en fait, qui menaient au stade de Reims. Et là, ça a été très, très bon parce que c'était la musique, c'était organisé, c'était très festif. Ça dansait. On a regardé ça, nous, très étonnés, parce que c'est pas vraiment dans la culture ici de faire ça. C'est sûr qu'on a des ultras dans les matchs, mettons, à l'Impact, mais de voir une population, de voir un groupe de gens si unis, si festifs, pas de chicane, on s'en va voir un événement sportif, on est derrière une équipe, ça a été pour nous vraiment un beau moment qu'on a vécu en famille. Et ce qui est encore plus drôle, c'est parce que nous, on avait nos foulards du Canada, on avait nos chandails du Canada. Ma fille avait son chandail, son maillot de Christine Sinclair. Alors tout le monde, pas tout le monde, mais parce qu'il y en avait trop, mais beaucoup de gens venaient nous voir puis se faisaient photographier avec nous. Pour eux, on était les Canadiens, pour eux, on est des gens sympathiques. Et puis, on nous disait qu'on espérait gagner contre le Canada, mais ça s'est fait dans un contexte très, très fraternel. C'est ce qu'on a aimé. Ça caractérise aussi probablement un peu le soccer féminin. À l'intérieur des stades, l'ambiance qu'il y avait, les enfants qui sont là, les familles qui sont là, et aussi des connaisseurs. J'ai eu l'occasion de discuter avec des connaisseurs là-bas, puis c'est pas simplement le happening, c'est vraiment des gens qui vont suivre les joueuses dans des équipes professionnelles pendant l'année, connaissent les alignements, connaissent les forces, connaissent les faiblesses des différentes équipes. Alors nous, on a vraiment apprécié ce match-là, même si à la fin, on aurait aimé ça que le Canada gagne. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que les Hollandais et les Hollandaises, il y a beaucoup de vidéos de leur arrivée au stade, de cette espèce de marée humaine qui chante, qui danse,
qui saute, qui va de droite à gauche et de gauche à droite. Et donc c'est vrai que j'imagine bien que ça devait être super sympa à voir. Donc justement, les fans canadiens, ils sont sympathiques, mais quelles sont leurs particularités? Alors comment est-ce que toi tu pourrais les décrire? Les fans canadiens, en fait, quand on se rencontre, on se reconnaissait, on se saluait, hein, on se disait Go Canada, Go Canada. On a vu quand même, je dirais un 50-50 de francophones et d'anglophones canadiens qui étaient très bien identifiés, mais on n'était pas ensemble. Hein. Tout le monde était en petit groupe de 3, 4, 5 personnes, puis on se rencontrait, on se tapait dans les mains, mais il n'y avait pas de point de rencontre avant les matchs pour dire, nous, là, aujourd'hui, on va rentrer dans le stade ensemble. C'était un peu la différence. Et j'ai remarqué la même chose du côté des Américains. Les Américains sont là, même principe, hein, un peu la même mentalité. Donc, on se rencontre, on se salue, on veut que notre équipe gagne, on se serre la main en se rencontrant, mais il n'y a pas cet esprit-là que j'ai vu autant au niveau des Pays-Bas, mais aussi de la Suède, parce qu'on a assisté au match aussi au Parc des Princes. Même principe, les Suédois, eux, se sont réunis dans des pubs autour du Parc des Princes, et puis quand est venu le temps de partir, ils se sont réunis en groupe et ont décidé de barrer la rue et se sont en allés directement vers le stade. Et là, c'était très, très drôle. Les Suédois, comparativement aux Néerlandais, sont beaucoup plus froids. Hein? Et je pense qu'il n'y a pas un Suédois qui nous a salués, ni regardé, ni nous a dit « good luck » ou « bon match ». C'est sûr qu'il y a la barrière de la langue dans les deux cas, là, mais il n'y a personne qui nous a dit quoi que ce soit. Quelqu'un qui passait à côté du groupe de Suédois avec un chandail du Canada, là, il était totalement ignoré. Hein? On était comme absent, on aurait été des fantômes, on était transparents, puis ça, j'ai trouvé ça très différent du groupe des Pays-Bas, ce qui fait qu'en fin de semaine, je souhaite que le Pays-Bas gagne, tabarouette. Non, mais tu as raison, les Suédois, ils sont plus froids, et Oui. même s'ils sont tous parfaitement anglophones, ils vont un peu rester entre eux, et oui, ils sont un petit peu moins exubérants que peuvent l'être les Hollandais, qui ont c'est toutes ces cultures aussi, un petit peu plus de la rencontre. Hein. La Hollande, c'est un pays qui est à la jonction entre beaucoup de pays. C'est aussi un pays de ports, c'est un pays de rencontre, de voyageurs. Mais c'est deux peuples qui se déplacent énormément. Donc, oui, il faut dire qu'il y a la proximité également. Hein. C'est sûr que la proximité, nous, il faut qu'on prenne l'avion, qu'on fasse 6 heures d'avion, mais voilà, culturellement, il y a toujours, quel que soit l'endroit, même pour les Coupes du Monde qui sont très loin, il y a toujours énormément de Hollandais qui font les déplacements pour l'équipe masculine aussi, et les Suédois aussi. C'est vrai qu'en proportion, ils se déplacent beaucoup plus, par exemple au hasard, que les Français, chez qui c'est plus rare et c'est plus récent, dirons-nous. Alors les fans canadiens, ouais, au stade, dans les tribunes. Alors quand toi tu as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Aussi la performance de l'équipe. Le match des Pays-Bas, c'est certain qu'il y a eu certaines choses. D'abord, le Canada aurait aimé ça terminer premier de son groupe, j'imagine. En tout cas, je le souhaite. Hein. La réalité, c'est que j'ai l'impression que dans ce match-là, ils ont fait beaucoup de tests. J'ai remarqué également qu'ils ont sorti Christine Sinclair assez tôt dans le match. Elle avait marqué un beau but. J'ai vu aussi des jeunes, Jordan Aitema, qui est le futur de l'attaque du Canada là au niveau des femmes. On l'a vu à l'œuvre. Moi, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu. Je sais qu'elle a signé avec le Paris FC, je crois. Là, c'est un très bel espoir, mais exact. Mais ce que j'ai pas aimé du Canada, c'est j'ai l'impression, parce que faut dire que quand ils sont arrivés à la Coupe du Monde et les matchs qu'on peut jouer à l'international dans les mois qui précèdent, c'est toujours deux mondes. Hein. On s'aperçoit que c'est un peu comme au hockey, les séries de la Coupe Stanley, on remarque des équipes parfois qui en saison sont correctes et arrivent en série, sont capables de lever leur jeu. Et malheureusement avec le Canada, quand est arrivé le moment de lever le jeu, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Le style de jeu n'était pas capable de s'ajuster aux Pays-Bas, bien que les Canadiennes, si on regardait les statistiques d'après-match, le temps de possession, les tirs au but, on s'apercevait que le Canada était en avance, autant dans le match contre les Pays-Bas que dans le match contre la Suède. Mais la réalité, c'est qu'il faut être aussi en avance au niveau du score, puis ça, c'était pas le cas. Les Pays-Bas ont été capables de démontrer une force de caractère supplémentaire pour aller marquer le but qui a procuré la victoire de 2-1. Et ça a été du soccer de rattrapage pour le Canada tout le temps dans les deux matchs qu'on a vus. Donc, très serré,
garde beaucoup de la possession de ballon très bonne pour le Canada dans les deux matchs, toujours dans les zones, dangereuse, mais jamais capable de marquer, toujours la même recette de centrer, et la plupart du temps, les centres canadiens étaient mauvais, et quand on avait un bon centre et que la joueuse réussissait à avoir une bonne frappe, ben on était dans le firmament, soit au niveau à droite, soit à gauche, soit dans le ciel. On n'était jamais capable d'aller chercher le fameux but. Et que dire contre la Suède du tir de pénalité qui a été raté, là. Ça a été la cerise sur le Sunday. Ça, on était certain de créer l'égalité. Ça a été des matchs forts en émotion tout le temps, mais moi, ce que je retiens du Canada, c'est que c'est une équipe jeune. Il y a beaucoup de relève. Il va falloir travailler la force de caractère de cette équipe-là, parce que je suis pas certain que les filles croient assez en elles, même si elles ont battu l'Angleterre avant ça, elles ont fait des grosses performances contre l'Espagne, contre le Mexique. Quand vient le temps de gagner contre les gros matchs comme en Coupe du Monde, on s'est rendu, c'est sûr, avec des médailles de bronze aux Olympiques, mais la Coupe du Monde, c'est un événement à part. Quand on arrive là, il faut être prêt, il faut être mentalement prêt, puis je n'ai pas senti que le Canada était une équipe de 5e place mondiale. J'ai pas vu ça, moi. Je n'ai pas vu Christine Sinclair non plus très impressionnante. Oui, elle a marqué un super beau but contre les Pays-Bas, mais je ne l'ai pas vu mener son équipe. Je n'ai pas vu également la gardienne Stéphanie Labbé faire des arrêts spectaculaires. Elle a fait quelques bons arrêts, mais les buts qu'elle a accordés, elle aurait pu faire ces arrêts-là, notamment le fameux but qu'elle a accordé contre la Suède, où elle aurait dû s'avancer un petit peu plus rapidement. Bref, il y a du potentiel, mais on a quelque chose que les Américaines n'ont pas. On n'a pas quelque chose que les Américaines ont, c'est-à-dire le petit côté arrogant puis la force de caractère pour aller gagner ces gros matchs-là. On n'a pas joué dans la tête des deux adversaires, et puis ça fait en sorte que les filles doivent regarder les matchs de la Coupe du Monde à la télé, alors que quand on regarde, je regardais encore hier Suède contre Pays-Bas, le Canada a tous les armes pour rivaliser contre ces équipes-là, mais peut-être que la force de caractère, c'est ce qui manque pour être capable de gagner les gros matchs. Exact. Je te suis dans beaucoup de tes analyses. Et donc, dans les tribunes, les fans canadiens, qu'est-ce qu'ils ont représenté? Est-ce qu'ils étaient dynamiques? Est-ce qu'ils étaient... Je dirais que dans un premier temps... Comment est-ce que toi, tu pourrais analyser finalement leur prestation? Dispersés dans un premier temps, dispersés partout dans le stade. Dispersés, ce qui faisait en sorte que quand les Canadiens décidaient de faire du bruit, bizarrement, le son venait de partout dans le stade, comparativement aux Néerlandaises, aux Néerlandais ou encore aux Suédois, que c'était vraiment des sections précises. Nous, quand Canada, Canada, Canada. Et là, ça vraiment, on voyait dans le stade que les partisans du Canadien étaient partout. Et j'ai remarqué également une belle solidarité des Français qui, même certains m'ont dit, ce serait bien que vous leur en mettiez une. Les solides, non, on les aime pas trop, là, nous, les Pays-Bas, là. Alors, on a senti vraiment qu'il y avait une belle solidarité. C'est sûr qu'en sortant du stade, ma fille, 11 ans, elle est une grande fan de soccer, elle joue au soccer, elle pleurait comme si c'était la fin du monde. Alors, j'ai vu des partisans des autres équipes venir un peu la consoler, là, lui dire que c'était pas la fin du monde, qu'on était en santé quand même, puis qu'on profitait de nos vacances, puis c'est ce que j'ai dit à ma fille, là. Il y a autre chose après ça, là. Il y aura d'autres matchs. Ouais. Il y aura d'autres matchs. On regardera pour les Olympiques l'an prochain au Japon, peut-être qu'on verra. Mais bref, moi j'ai beaucoup aimé le fait que souvent, parce que j'ai vu beaucoup de matchs de la MLS à l'étranger, on est allé en famille souvent, puis c'est sûr si l'Impact se faisait battre, on se fait un peu narguer en sortant du stade. Mais là, au contraire, on était mangé dans un restaurant à Reims notamment, là, tout près du stade. Et puis au contraire, tout le monde nous a dit bon match, vous méritiez de gagner. C'était très très sympathique. Puis nous, on avait le cœur un peu lourd là. Mais disons qu'on est sorti ça nous a encouragés à aller plus loin. On n'a pas senti cette arrogance-là du tout. D'accord, parfait. J'ai une dernière question qui m'intéresse beaucoup. Alors, elle concerne la place du soccer dans les médias. Donc toi, tu as été un homme de médias, tu restes un homme de marketing. Alors, qu'est-ce que tu penses de la place du soccer actuellement dans les médias
Oh, ça c'est une bonne question, ça. J'en ai Chez parlé vous. déjà pas mal dans des articles de blog. J'ai moi-même. D'abord, je vais vous expliquer. Moi, pour les gens qui me connaissent pas, j'ai été dans les médias pendant 25 ans, comme reporter, présentateur à des stations comme TVA à Montréal, Radio-Canada. J'ai couvert le sport. Presque de fond en comble. J'ai couvert le Canadien de Montréal, j'ai couvert beaucoup de sports. Il y a un seul sport que je n'avais jamais couvert, c'est le soccer. Jamais, jamais, jamais. J'étais allé quelques fois à l'époque à l'Impact au centre Claude Robillard pour couvrir des matchs, mais jamais de fond. Donc, c'est-à-dire d'être assigné à la couverture de l'équipe. Moi, le soccer, jusqu'en 2012, me laissait, je dirais pas froid, mais ne m'excitait pas plus que ça. Et en 2012, j'étais en France dans la famille de ma femme et j'ai vu un match qui opposait en finale de la Ligue des Champions Chelsea et le Bayern de Munich. Et ça s'est rendu en tir de barrage à la fin et Chelsea qui avait gagné et tout le monde se rappelle de Didier Drogba. Et moi, ce match-là qu'on avait regardé en famille là-bas m'a connecté avec le foot, m'a connecté avec le soccer. Ce qui fait que, à mon retour ici, je me suis acheté des abonnements de saison à l'Impact en MLS. D'abord, je me disais, je vais me laisser une chance, je vais aller voir des matchs. C'est pas la MLS, c'est pas le calibre européen, mais quand même, on voit que ça s'améliore, qu'il y a de la volonté d'aller plus loin. Et puis, une fois qu'on a été abonné, je pensais, moi, parce que j'ai une entreprise, donner mes billets une fois de temps en temps à des clients, ou les amener voir un match. Ça fait un événement, ça fait un happening. Sauf que la réalité, c'est que je ne les ai jamais donnés à qui que ce soit. J'ai commencé à aller au stade avec mes enfants très jeunes. Donc, je me rappelle mon fils qui regardait les matchs avec sa bidule électronique, alors qu'il aurait pu regarder le terrain, mais lui, à l'époque, je lui disais toujours, tu sais, Émile, dans quelques années, tu vas venir ici, puis tu n'auras pas de bidule électronique. Puis, ah oui, papa. Puis aujourd'hui, vous savez pas à quel point les fans, ils en mangent jour et nuit. Bref, on a commencé à suivre l'Impact de près, et là, veux pas, moi j'ai quitté les médias parce que j'avais mon entreprise, et c'est là que j'ai commencé à avoir un regard un petit peu plus détaché de la situation. Ce qui me frustrait à l'époque, c'est de sortir du stade Saputo après des performances exceptionnelles, des Marco Di Vaio qui venaient de marquer des buts de classe internationale, et de me retrouver dans mon véhicule après le match en entendant parler du Canadien de Montréal, ou de baseball alors qu'on n'a pas d'équipe à Montréal. Et d'avoir une station anglophone qui parlait un peu de l'Impact, mais quand même, on est une majorité de public francophone. Alors ça, pour moi, ça a été un dossier mystère pendant très, très longtemps. Depuis ce temps-là, il y a eu de l'amélioration. Il y a eu des droits accordés à des stations de radio à Montréal, 98.5, qui présente maintenant le soccer de l'Impact. Il y a eu le 91.9, une radio sportive qui est arrivée, qui a commencé à parler de l'Impact un petit peu plus, même s'il n'avait pas des droits, et ça, je l'applaudis. Mais ce que je remarque encore aujourd'hui, pour arriver à la question que vous m'avez posée, c'est oui, il y a un petit peu plus de place accordée au foot, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, parmi les animateurs vedettes de chaque station de radio ou de chaque station de télé, il n'y a pas assez de connaisseurs de foot, de connaisseurs de soccer, pour avoir en ondes des conversations intéressantes à écouter, intéressante à comprendre, pour en faire la promotion ou encore l'éducation de ce sport-là. C'est d'en parler, d'avoir du temps d'antenne. Je peux parler de l'Impact pendant 1 heure, mais si c'est des questions qui sont trop où on n'apprend pas à connaître les joueurs, on n'apprend pas à connaître la stratégie, on n'apprend pas à connaître les aboutissants, à quoi ça sert, puis pourquoi ci, pourquoi ça, ça devient pas intéressant. Mais le problème, c'est que les animateurs en place, souvent, ne sont pas en mesure de poser des bonnes questions et ne sont pas en mesure non plus d'échanger sur le sujet. Donc, ça fait des entrevues. Et je plains des fois mes amis, là, Jérémy Filosa, tout ça, de les entendre
se faire poser des questions que je me dis, mon Dieu, ça n'a aucun sens d'en poser des questions comme ça et de ne pas échanger correctement, de ne pas d'avoir des bonnes conversations. C'est pour ça que c'est le fun des fois d'avoir des gens de soccer ensemble, mais quand les gens de soccer sont trop ensemble, ça devient un peu comme une secte, hein. On a l'impression que c'est juste des gens de soccer, là, ça devient plus technique, plus compliqué et un petit peu moins intéressant pour le monsieur, madame, tout le monde. C'est d'être capable de trouver la ligne, en fait, entre ce qui est intéressant dans le soccer, le côté éducatif et le côté sentiment d'appartenance. Parce qu'on est chanceux d'avoir une équipe de MLS à Montréal. On est chanceux d'avoir des super joueurs qui sont passés jusqu'à maintenant et d'avoir aussi malgré tout ce qu'on a pu dire contre Joey Saputo à travers les années, là, il y a personne qui s'est levé au Québec pour aller investir de l'argent de sa poche pour faire la promotion du soccer, pour bâtir une académie, pour bâtir un centre d'entraînement, pour avoir une équipe de la MLS. Je pense pas que personne fait ça pour faire de l'argent. Honnêtement, là, peut-être en Europe ça arrive, mais ici, là, on s'aperçoit que oui, on peut faire de l'argent, mais on fait ça parce qu'on est passionné de quelque chose, parce qu'on aime ça. Et ça, je trouve qu'on ne l'apprécie pas assez dans les médias ici au Québec. Il faut dire aussi, je ne veux pas excuser personne, mais encore à la tête de certains médias au Québec, il y a beaucoup j'appelle ça le Boys Club. Le Boys Club, c'est un groupe de patrons qui sont encore là, qui ont vécu les belles années du Canadien, les Coupes Stanley de 86, de 93, qui nous parlent encore quand tu les rencontres de Jean Béliveau. C'est super, là. J'ai beaucoup d'admiration pour cette époque-là, pour les Coupes Stanley du Canadien. Mais il y a eu d'autres choses depuis ce temps-là. Il faut décrocher de ces années glorieuses-là. Et de regarder aujourd'hui ce que le jeune veut. Moi, mes enfants, je leur ai laissé le choix. Voici. Vous avez le soccer, vous avez le hockey, vous avez le basketball, vous avez le baseball. Choisissez. Voici, comme parent, je vais vous donner les opportunités pour chaque sport, autant pour regarder la télé que pour pratiquer. Et mes enfants ont filé directement vers le foot, vers le soccer. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient. Parce que également, ils sont branchés à Internet. Ils ont les YouTubers. Ils vont regarder leurs joueurs. Même, ils vont écouter des capsules et ce qui fait que mes deux enfants connaissent le foot international et pas seulement celui de Montréal, et savent aussi autant apprécier l'Impact que d'entendre parler du FC Barcelone ou du Real Madrid. Eux, mes enfants savaient déjà que le Real Madrid allait s'entraîner à Montréal cet été. Ils me l'ont appris. Vous voyez, ce sont des passionnés, et tu présentes Carey Price à mon garçon ou à ma fille, et tu présentes, je sais pas moi, Marcello ou Gareth Bale. Je te garantis Cristiano Ronaldo encore plus pour mon gars, il perd connaissance, mais Carey Price, il va lui serrer la main et c'est correct, là. Voyez-vous, sont à contre-jour, sont à contre-sens, en fait, par rapport aux enfants québécois, mais le problème, c'est que j'en veux pas à personne au Québec de penser au hockey, puis c'est super, hein, ça nous démarque le hockey au Québec, mais souvent, ça part de la culture des parents et surtout du travail des médias, de la façon qu'on va communiquer l'information, avec quelle passion on va en parler. C'est sûr que si moi, je fais juste donner les scores de l'Impact, puis je parle pas de quoi que ce soit, oui, on apprend les scores du match, mais si je parlais de l'Impact toujours comme on parle du Canadien, je vous garantis que dans une génération, le soccer est aussi populaire, sinon plus que le hockey. Voyez-vous, c'est juste dans cette direction-là qu'au niveau des médias actuellement, il y a une réflexion à faire pour s'ajuster à une nouvelle génération qui est branchée, qui est ouverte sur le monde, qui est capable de voir d'autres informations, qui est capable aussi de faire des meilleurs choix pour les servir. Sinon, ça va faire en sorte qu'on va se retrouver tout le monde sur Internet. On se retrouve actuellement en fait, le premier média que j'ai vu avec l'Impact, c'est véritablement Twitter, où on s'est forgé le hashtag IMFC, et tout le monde s'est en allé là. Alors, pendant que les médias ne parlaient pas trop de l'Impact, il s'est créé comme une communauté très serrée, où d'ailleurs, ça avait été le hashtag le plus populaire au Québec il y a 2-3 ans, si je me trompe pas, là. Alors, c'est ça, on s'est créé, les fans se sont rassemblés. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à faire quelque chose dans ce temps-là. D'accord. Et donc toi, tu penses sincèrement que dès aujourd'hui, il y a une place, le soccer peut avoir une place plus importante si on le traite, comme tu le dis, d'une autre façon, si on n'engage pas forcément des moyens, mais juste des gens qui ont cette capacité à transmettre la passion, à expliquer le sport, à interroger les sportifs, à mettre tout ça en perspective. Oui, exactement. Si on en parle avec passion, moi je me rappelle au Québec, on a un commentateur de patinage artistique qui s'appelle Alain Goldberg. Hein?
Alain Goldberg, quand il est arrivé au Québec, c'est un Français, a été engagé à un certain moment pour parler de patinage artistique. Le patinage artistique, c'était au niveau de la visibilité probablement bien inférieur à tout ce qui touche le soccer. Mais de la façon qu'il en parlait, c'était tellement passionnant, excitant, et il nous en apprenait tellement dans ses descriptions que c'est devenu, lorsque venait le temps d'avoir les Jeux olympiques d'hiver, les bouts d'émissions les plus écoutés des Jeux. Pourquoi? Parce que c'était intéressant. Et je veux faire un comparatif avec le foot parce que c'est un peu la même chose. Il commence à avoir des gens au Québec intéressants à écouter, à parler de foot. Il y a des bons podcasts, mais il y a également des journalistes en place actuellement qui sont très intéressants à entendre. Et il faut qu'il y en ait de plus en plus. Mais aussi parmi les généralistes. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de spécialistes foot, mais on n'a pas assez de généralistes sportifs qui connaissent le foot. C'est peut-être là qu'il faut travailler actuellement. Je regarde les équipes en place, autant au 98.5 qu'à TVA. C'est intéressant de les entendre. On voit qu'ils ont des connaissances de jeu. Ils sont affectés à la couverture de l'équipe, vont voir les matchs, ont l'air à aimer ça. Mais quand vraiment les journalistes aiment un sport, on n'a pas besoin d'être partisan pour aimer un sport. Hein. Souvent, c'est la perception qu'on peut avoir. Il faut être aussi un peu partisan quand même des fois là. On est tous des humains, puis on a une petite préférence. Moi, j'ai été des années dans ce domaine-là. C'est sûr que si une équipe locale gagne contre une équipe adverse, on est toujours un petit peu plus content parce qu'on sait qu'en même temps, c'est du travail pour nous et tout. Mais ce qu'il faut, c'est que les généralistes soient un petit peu plus passionnés de foot. Et les directions également de médias. Une fois que ça se sera réglé, ce sera génial. Je pense que ça s'en vient. J'ai l'impression qu'il s'est fait depuis 2 ans du travail là-dessus, de la réflexion là-dessus. Mais maintenant, faut pas qu'on le fasse parce qu'il faut le faire parce que c'est important de le faire pour l'évolution du sport professionnel au Québec, pour que les gens connaissent autre chose aujourd'hui. C'est important. On a juste à regarder les chiffres. Moi, le soccer, c'est une ouverture sur le monde. Beaucoup plus que, tu sais, moi, le hockey, j'adore ça, mais ça reste un sport national nord-américain, présent en Europe, présent un peu partout, mais si on parle de champion du monde, c'est dans un circuit nord-américain. Quand on parle d'un champion du monde, d'une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, ben là, c'est les meilleurs de chaque club. On n'a pas ça au hockey, on n'a pas ça au football, on n'a pas ça au baseball. Le soccer, pour moi, pour ma famille, c'est un moyen d'apprendre ce qui se passe sur la planète, c'est une ouverture sur le monde. Mes enfants ont appris leur géographie avec les équipes de foot. On est allé à Barcelone, on est allé à Madrid, on est allé en famille voir des matchs en Portland, à Salt Lake City, un peu partout. Et maintenant, à leur âge, 11 ans ma fille, 13 ans mon garçon, tu vas leur dire, hey, l'Impact joue à Salt Lake, ils savent exactement c'est où. Ils savent que Santiago Bernabéu, ça ressemble à ça le stade. Ils sont allés, ils ont visité le musée. Ils sont allés voir à Barcelone, ils suivent les joueurs. Alors ça, pour moi, le foot, c'est beaucoup plus qu'un sport. Je dirais même, c'est un générateur d'humeur de société. Quand vous avez un pays qui gagne, ben, vous avez remarqué l'an passé la France, c'était beaucoup moins négatif, hein. On était plus dans un contexte positif. Et à chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde qui a été gagnée en 98, c'était un peu la même chose, hein. Quand on écoute les documentaires, ça va jouer sur l'humeur des gens, ça va leur donner espoir. Puis je pense qu'une population qui a espoir, qui aime ça gagner, qui voit le sentiment d'appartenance, voit un sentiment d'appartenance grandir, ça a toujours des répercussions positives dans d'autres sphères que strictement le sport. Hein. C'est le sport, on regarde les Coupes du Monde, on regarde les Jeux olympiques, c'est tellement intéressant à regarder, on a l'impression que c'est dommage que ça dure juste 2-3 semaines tout le temps. Hein. On aimerait ça que ça dure plus longtemps. Pourquoi? Parce que on a l'impression de faire partie d'une grande aventure planétaire. Et puis soudainement, on parlait de plein d'athlètes et là, soudainement, on n'en parle plus du jour au lendemain. Même si la semaine d'après, les mêmes athlètes vont s'affronter dans une autre compétition, mais là, il n'y a plus de couverture, c'est fini, tout le monde est parti, ce qui est une erreur. À mon avis, le soccer devrait bénéficier d'un petit peu plus de sympathie et d'arrêter toujours de faire des comparaisons avec ce qu'on a ici au hockey seulement et quelques autres sports. T'as bien raison, et c'est vrai que finalement la Coupe du Monde, quand il y a la Coupe du Monde de football, eh bien toute la planète regarde dans le même sens et regarde la même chose. Et c'est vrai que finalement c'est aussi
l'une des choses qui est merveilleuse à mon avis dans le football, c'est que finalement c'est un langage qui est universel, et où que tu ailles, eh bien tu pourras parler de football. Et quand tu es français, les gens ils connaissent Paris et ils connaissent Zinedine Zidane et Michel Platini. Et ça changera jamais. Ouais, c'est vrai que ça c'est merveilleux. Oui, oui, c'est effectivement. Puis moi, nous, on a décidé que, bon, une mère française, un père québécois, on est allé chercher, je pense, un peu des deux, un peu des deux cultures, même si ma femme est ici depuis 25 ans et plus, là. Mais il reste on peut sortir un Français de la France, mais jamais la France d'un Français. Même chose avec un Québécois. On peut sortir un Québécois du Québec, mais jamais le Québec du Québécois. Alors, ce mélange des cultures-là, nous, on l'a vraiment transféré à nos enfants qui ont un peu cette vision des deux mondes. Et puis ça, je pense que ça va les aider plus tard. Évidemment. C'est un enrichissement énorme. Je te remercie encore, Guy. Pour retrouver Guy Bolduc, c'est très simple. Il est sur Twitter, son commercial, Guy Bolduc, Guybolduc. Merci encore. Bye bye. Au revoir. Ça fait un plaisir.